Bonjour à tous. Nous poursuivons aujourd'hui la troisième émission des causeries consacrées à l'entrepreneuriat. Ces émissions ont pour objectif de recevoir un invité qui exerce dans un domaine d'activité en lien avec l'entrepreneuriat à La Réunion et qui vient nous partager sa vision et ses expériences sur un sujet en particulier. Je me présente, je suis Aurélie Bion, chargée de mission Pépite à la direction de l'entrepreneuriat étudiant de La Réunion. Et je suis heureuse de retrouver pour la suite de cette émission consacrée à l'innovation et à l'entrepreneuriat, notre invité Philippe Jean-Pierre, professeur des universités à l'IAE de La Réunion. Merci Philippe Jean-Pierre d'avoir accepté notre invitation pour la suite de cette émission. Je vous laisse vous représenter pour ceux qui n'auraient pas vu la première partie. Bonjour Aurélie, c'est toujours un plaisir de pouvoir être ici dans cette émission. Je suis Philippe Jean-Pierre, donc professeur des universités à l'Université de La Réunion et plutôt spécialisé sur les domaines de l'économie et de la transformation des territoires. Et c'est avec passion que je suis à vos côtés ce matin. Merci beaucoup. Alors, pour faire la transition avec la première partie de l'émission, que si vous n'avez pas regardé, vous pouvez retrouver sur la page de l'Université numérique de La Réunion, nous avions donc vu la map de la Technopole qui nous permettait en fait de faire un état des lieux de l'écosystème de l'innovation à La Réunion et qui nous permettait de voir que cet écosystème, il est plutôt riche, il est plutôt varié. Et il apporte une structuration cohérente à l'innovation à La Réunion. Vous, en termes de résultats sur l'innovation à La Réunion, qu'est-ce que vous en pensez ? Sur un regard d'à peu près une vingtaine d'années, il faut bien montrer qu'il y a des points de satisfaction. Cet écosystème existe. Il y a maintenant plusieurs acteurs qui innovent à La Réunion. L'innovation, comme on le dit, n'est plus un gros mot sur ce territoire. Il a ruisselé dans tous les compartiments de la société. On a des start-upers, des candidats dans les différents concours. On a plusieurs événements. Donc cela est un élément positif. L'innovation aussi est présente et est entamée par beaucoup d'entreprises. Il faut bien le voir, ça ne se voit pas, mais des entreprises qui s'adaptent au nouveau contexte de marché depuis une vingtaine d'années. Pensons à la crise Covid, qui a stimulé l'innovation, qui a nécessité pour la plupart des entreprises de s'adapter au nouveau contexte. Et puis il y a aussi des regrets. Regrets, c'est qu'on n'a pas encore nos fameuses grosses licornes ou unicornes, donc ces entreprises qui sont valorisées ou qui peuvent se revendre à plusieurs dizaines de centaines de millions d'euros. Bon, bien entendu, nous sommes un petit territoire, mais c'est vrai qu'on est en attente de cette vraie valorisation monétaire. Très bien. Et donc, qu'est-ce qui fait comment s'articule en fait le système de l'innovation de manière plus théorique ? Alors, on a vu, l'innovation est d'abord se repose sur un écosystème. Il a été créé, il a été lancé à La Réunion, mais en même temps, il ne s'improvise pas. Et c'est vrai que lorsque nous construisons un territoire innovant, il y a une partie, on va dire, des méthodes, de la littérature, on va dire de ceux qui pensent l'organisation de ces territoires, qui nous invitent plutôt à l'organiser. Alors, c'est un schéma sous la forme d'une hélice à 5 pales, avec, bien entendu, au fur et à mesure des pales qui viennent se rajouter, permettant d'abord de créer l'écosystème, de mobiliser différents acteurs, mais aussi qui consiste à dire que l'innovation aujourd'hui, vous allez attirer les gens sur cette thématique de l'innovation, stimuler les entreprises, les chercheurs, les candidats à l'innovation, les institutions, parce qu'on touche tous les compartiments de la société, comme par exemple les problématiques de vulnérabilité, on l'a vu avec les problèmes de changement climatique, on voit bien avec la problématique de la RSE en entreprise. Donc l'innovation n'est pas qu'une dimension technologique. Et ce schéma peut montrer justement qu'on a différentes et pas de l'hélice, c'est pas qu'une question d'économie, c'est pas qu'une question de savoir à l'université, c'est aussi une question de responsabilité gouvernementale. La société civile, comme on le dit, la rue Maréchal Leclerc ou la rue des bons enfants doit penser l'innovation. Et puis c'est aussi tous les problèmes, les enjeux auxquels la société fait face. Et enfin, on voit, pour bien l'illustrer, que avoir un territoire innovant, un territoire qui, comme on va le dire, accompagne ces entreprises innovantes ou ces startups, c'est aussi un territoire qui permet de disposer des chercheurs qui vont créer des idées initiales, mais aussi, on va dire, de la gouvernance publique, on va dire une forme de kennedysation de la pensée innovante qui sait montrer la voie, des acteurs privés qui y croient, des entreprises qui pensent que, même si aujourd'hui elles ont de belles rentes, celles-ci ne sont pas forcément pérennes et qu'elles vont peut-être remises en cause, donc la meilleure stratégie de défense, c'est l'attaque, sur le temps, appréhender le futur autrement, faire en sorte aussi qu'on ait un système financier qui croit en l'innovation. Nous avons quelques investisseurs, mais appelons un chat un chat. À La Réunion, le système financier n'est pas encore suffisamment développé pour accompagner certaines phases de développement. À un moment donné,
l'innovation ou la start-up va appeler non pas quelques dizaines de milliers d'euros, mais plusieurs centaines de milliers ou plusieurs millions d'euros. Et pour cela, c'est un système financier qui est dans une autre échelle, qui va mobiliser des fonds publics, mais aussi et surtout privés. Et nous avons besoin peut-être de le renforcer, de mobiliser d'autres outils. Donc vous voyez, cet engrenage, si un pignon manque, forcément c'est toute la machine qui s'enraye. Et c'est bien l'enjeu, là peut-être le point de progrès du territoire. Très bien, donc on voit qu'il y a encore effectivement des progrès à réaliser au niveau du territoire. Donc là, c'est plutôt pour la partie macro. Quand on se positionne au niveau de l'entrepreneur, par exemple, moi, je souhaite entreprendre, je cherche à innover. Concrètement, comment je fais ? Alors, si vous me permettez, juste pour dire que pour faire le pont, le territoire accompagne les entrepreneurs, des stratégies sont en cours de révision, d'écriture, donc le territoire voit qu'il y a là des manques, et c'est bien l'enjeu des responsabilités territoriales de continuer à accompagner ce territoire, et ceci est en cours d'écriture, que ce soit au niveau de l'État, au niveau des collectivités régionales, au niveau de l'Europe. Quand on vient au niveau de l'entrepreneur, on voit bien que l'innovation, on va dire, questionne déjà un état d'esprit. L'innovation, être un entrepreneur innovant sous toutes ses formes, c'est plutôt quelqu'un qui croit en le futur, c'est quelqu'un qui n'a pas peur du risque, c'est quelqu'un qui s'intéresse aux clients, donc en clair, quelqu'un de créatif, quelqu'un qui, on va dire, est un conquérant du futur, quelqu'un qui s'intéresse aux clients, à ses besoins, il sait que là, il y a un problème, petit ou gros problème, il va plutôt essayer de pouvoir le concrétiser. Et puis c'est quelqu'un qui ne reste pas au milieu de la rivière. Il va être dans la capacité à pouvoir se dire, voilà, je dois passer de l'idée à l'action, comme on dit souvent en anglais, making ideas concrete. Très bien, donc au-delà d'être juste un innovateur, il faut aussi être un entrepreneur innovant. Oui. Parce que innover sans être entrepreneur, c'est compliqué. Oui, être un entrepreneur innovant, avoir ce mindset, être finalement dans une dimension où je vais cultiver ma curiosité, ouvrir mes yeux, mes oreilles, mes sens, pour aussi stimuler ma créativité. Curiosité et créativité sont là des éléments importants, moteurs, on va dire, de l'enclenchement de l'innovation, et qui permettent justement de ne pas s'intéresser qu'à des choses abstraites, qui permettent de rester focalisé client. Et c'est souvent, comme on peut le voir à travers un ensemble de schémas tout simples, pour montrer que la créativité, elle est souvent à la portée de tout le monde. Ce n'est pas qu'une question d'étude, c'est une question de regard sur le monde, de voir le monde autrement. On dit souvent, nous voyons le monde comme selon nos yeux, et forcément, on ne se pose pas souvent les bonnes questions. Non. Il y a ce qu'on appelle des objets que nous voyons, ce qu'on nous enseigne à l'école, nos habitudes. Mais quand on regarde différemment ces objets et ces habitudes, on s'aperçoit que, on voit le monde différent et apparaissent de nouvelles solutions. C'est tout le passage, la difficulté du passage entre la connaissance et la créativité. Oui, donc moi, même si je ne me sens pas être quelqu'un de très créatif, je peux le devenir en fait. Parce que si on regarde votre schéma, là, on a une évolution, on peut transposer sur une évolution entre savoir, savoir-faire et savoir-être finalement. Oui, nous sommes dans une enceinte de formation, l'université, mais c'est valable pour l'école, quel que soit le niveau de formation. On nous apprend des matières, on nous donne du savoir. C'est déjà utile et nécessaire. Ça nous permet de mieux appréhender le monde. On transforme ce savoir, souvent on va nous dire, voilà, vous allez travailler, donc ça nous donne des compétences, on va expérimenter, mais souvent on s'arrête là. Et on ne nous dit pas que lorsqu'on avait peut-être changé les dominos ou les briques du Lego, que tout cela pouvait concevoir des objets différents et que ce sont là finalement les premières sources originelles de la créativité. C'est ce qui manque et c'est ce qui nous convient de stimuler chez nos téléspectateurs, chez nos youtubeurs, chez ceux qui nous regardent et qui ont envie d'innover, voir le monde autrement. Très bien, donc on peut décider d'apprendre à voir le monde autrement. Et est-ce qu'il existe des recettes pour innover ? Est-ce qu'il existe des méthodes pour devenir finalement un entrepreneur innovant et pas juste être un entrepreneur qui va faire fonctionner un commerce ou une entreprise de manière, on va dire, classique ? Alors si on a envie de dire à ceux qui nous regardent que la mère nourricière, comme on dit, l'étincelle, c'est la créativité, mais c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Ça ne s'improvise pas. Alors, je ne dis pas qu'il y a parfois quelques coups de chance qui font, ou le hasard, ce qu'on appelle la sérendipité, de croiser la bonne idée, la bonne solution, et de pouvoir résoudre ce problème. Mais il y a des méthodes. Alors, l'idée n'est pas de rentrer dans le détail, mais de montrer que déjà, ça s'improvise, non, ça s'applique, ça s'apprend, il y a des méthodes, on va les séparer.
grosso modo, si on peut, on va dire, résumer, deux grandes étapes, d'avoir bien identifié le problème, le questionner, le caractériser, et puis ensuite, une fois qu'on a réalisé ça, qu'on a bien identifié le besoin, on va essayer d'y apporter une solution. Alors on a, pour montrer, ce n'est pas d'abord un processus linéaire. On est dans la phase de pensée, d'identification des besoins. On est conduit à peut-être faire des allers-retours, à reboucler sur soi-même. Ça ne nous effraie pas. Et puis ensuite, on va coopérer, on va essayer de collecter de l'information, on va essayer de se mettre dans des méthodes de design pour essayer de voir comment tourner le cube dans tous ses sens, identifier le problème. Puis après, avoir l'étape de résolution de ce problème, de construire la solution de nouveau, se dire qu'on n'aura peut-être pas forcément, ça va pas apparaître comme ça, d'un claquement de doigts. Peut-être qu'il conviendra de rechanger l'objet, changer la couleur, remodifier, le redesigner. Et enfin, d'avoir la phase de lancement. Une fois que toutes ces étapes sont accomplies, et dans la phase de lancement, essayer de conquérir le marché et de satisfaire les besoins. Ces étapes doivent être posées, ne pas confondre vitesse et précipitation, et s'entourer, le faire à plusieurs, ne pas avoir peur d'aller se confronter à des potentiels clients, adorer la critique, parce que c'est ce qui vous permet aussi d'améliorer votre process. D'autres outils, parmi tant d'autres, la méthode du double diamant, qui vous permet justement, comme son nom l'indique, dans une première étape, de bien identifier, explorer, questionner, caractériser le problème. Et puis, dans une seconde étape, de s'intéresser davantage dans une méthode un petit peu de démarche de construction de la solution, de tester, de voir si ça marche, si ça ne marche pas. Ô combien d'entreprises, parfois, ont échoué, on le verra plus tard, parce qu'il n'y a pas eu suffisamment cet aller-retour dans l'ergonomie, dans la façon avec laquelle la forme de l'objet est caractérisée. On a conçu un objet pour des jeunes personnes, tandis que les personnes plus âgées auront des difficultés à l'employer. Donc là, c'est vraiment l'importance de prototyper aussi. Nous, on le voit avec les étudiants qu'on accompagne aujourd'hui. D'abord, l'importance de bien définir, si je peux résumer, le besoin identifié chez le potentiel consommateur client. Et puis ensuite, de prototyper pour aller vérifier concrètement auprès d'un certain nombre de clients potentiels que ça fonctionne ou qu'il y a des ajustements à faire et faire un certain nombre d'allers-retours, accepter que ça ne va pas fonctionner du premier coup. Oui, c'est une glissade qui est souvent opérée, c'est qu'on succombe à nos émotions, on succombe à nos tentations et peut-être à notre esprit un petit peu parfois raccourci, en disant qu'on veut tout de suite aller sur la solution. Voilà, j'ai une passion, j'ai une idée, voilà comment ça va se faire. Avez-vous interrogé, comme vous dites, le besoin ? Ah non. Et donc, c'est là une source terrible d'erreurs, de misconception, comme on dit. Et donc, il est important, oui, effectivement, de bien s'inspirer de qu'est-ce qui pose aujourd'hui problème sur le marché, pour le consommateur ou en général, pour essayer ensuite de bien concevoir la solution. Un autre outil, c'est aussi de s'intéresser à ces, comment dire, à ces early adopters, à ces personnes qui souvent nous éclairent, personnes qui on sent que la ligne de force s'opère à tel et tel endroit du marché ou du territoire ou dans le monde, d'avoir un œil qui se traîne. J'emploie un peu l'image à La Réunion, un peu en regard sous forme de notre landormi local, c'est-à-dire un œil qui regarde devant, mais un œil qui regarde sur le côté. On est intéressé à tout, on est curieux, on ouvert d'esprit, parce que peut-être que la vérité, le signal faible se déroule à tel et tel endroit de la planète. On l'incorpore, on le stocke sur son iPad ou sur son laptop, et puis on essaye justement peut-être de le ressortir beaucoup plus tard. Donc, il y a bien de la méthode. Ça ne s'improvise pas. Et quand on passe ensuite à la dimension de la résolution, donc de la réponse aux questions qui auront été correctement posées, là aussi, tout un ensemble d'outils et de méthodes. L'une des plus utilisées, la méthode qu'on appelle de Value Proposition Design, de comment dessiner la proposition de valeur, finalement. Tout simplement, c'est essayer on a tous fait ça quand on était à la maternelle, on a essayé de remplir des trous quand on apprenait à lire, etc. Et je pense que cela relève d'un peu de la même méthode, c'est-à-dire le qui, quoi et comment. Notre produit, notre solution qui aura été mûrement réfléchie, elle doit s'adresser à quel type de client, donc quel type de client et quel type de besoin. Elle va répondre à quoi en termes d'insatisfaction, de problèmes, et comment. Donc, il s'agit là-dessus, comme la méthode l'indique, aussi d'être dans l'activité, dans la proactivité, d'être dans une démarche où votre solution ne doit pas être passive. Et si vous n'avez pas correctement rempli ces cases,
ça signifie qu'il y a une étape qui n'aura pas été correctement analysée, peut-être de la précipitation, de l'improvisation, prendre son temps et y apporter l'investissement nécessaire. Ce n'est pas un jeu individuel, hein, voilà, on va y mêler des incubateurs, des accélérateurs, des équipes, des personnes qui vous accompagnent, mais voilà, ce sont des facteurs clés de succès, comme on dit, et de réussite. Donc il faut être capable de remplir, de compléter cette phrase et ça permet d'être presque sûr. Si on a fait cette démarche-là, si on a fait les démarches précédentes avec les 2 autres méthodes que vous nous avez montrées précédemment, en fait, avec ça, on peut être sûr que ça va fonctionner? Le mot sûr est peut-être un mot... Allez, presque sûr? Même le presque sûr, même presque sûr, on est un peu fort. On va dire que ça permet aux candidats, que ce soit sur une entreprise avec son département innovation ou un entrepreneur qui veut se lancer dans une aventure de start-upper ou tout simplement l'innovateur, on va dire de se rapprocher le plus possible d'une forme de réussite lorsqu'il doit lancer le marché. Encore une fois, il ne s'agit pas de tous viser des marchés à plusieurs milliards d'euros ou de dollars, mais avoir la satisfaction que votre solution remporte un succès, trouve des clients et répondent à leurs besoins, c'est vrai qu'en suivant ces différentes méthodes, vous réduisez les risques que cela se transforme en échec, mais il y a encore, malheureusement, encore des sources, des difficultés qui conduisent à voir que tout ne se transforme pas en pépite. Et l'idée est que, même si nous sommes dans un endroit qui a pour but de transformer en pépite, il s'agit aussi d'alerter, d'informer les candidats que, on le voit à travers le tableau qui est présenté, que la mauvaise identification des besoins, donc le fait qu'on ait bâclé, comme on le dit dans un langage peut-être approximatif, en tout cas improvisé un peu trop sur les étapes précédentes, nous conduisent à avoir aujourd'hui près de 4 échecs sur 10. Donc attention à bien prendre son temps. On n'a pas été focalisé client. On ne s'est pas intéressé à ses besoins, on ne l'a pas questionné, on ne l'a pas regardé tout simplement. On n'a pas vu, identifier pourquoi il avait ici et là des problèmes. Ça pose également une source fondamentale d'échec. On n'est pas, encore une fois, attaché à considérer que ce qui est important pour son projet à un moment donné, dans une étape cruciale, ce n'est pas d'être une vedette locale, mais c'est d'être plutôt intéressé par le retour des banquiers, des financeurs, des fonds d'investissement, de ceux qui sont prêts à vous prêter de l'argent. Parce que beaucoup de personnes, finalement, s'aperçoivent que le fait d'être ici et là, à la une des journaux ou dans quelques médias, suffit à réussir l'innovation. Non, pendant ce temps-là, votre banquier n'est pas prêt à vous le prêter parce que votre produit n'est pas encore suffisamment abouti ou élaboré. C'est du temps de perdu. Vous faites copier ou peut-être que votre produit va rapidement devenir démodé. Donc là aussi, être attentif à ce qu'à un moment donné, si vous voulez lancer votre prototype, comme vous l'avez dit Aurélie, si vous voulez croître sur les différents marchés, il va falloir mobiliser des capitaux. Intéressez-vous à ceux qui vont aussi vous prêter ces capitaux. Et puis on le voit, il y a plusieurs autres sources d'échecs. Donc là aussi, encore une fois, ce n'est pas une sinécure, mais avec le recul que nous avons, nous pouvons déjà commencer à identifier ces éléments qui peuvent très vite conduire le candidat à glisser. Donc entre les méthodes et ces précautions, oui, comme vous dites, non pas qu'on soit sûr, peut-être on est presque sûr que l'idée au moins aboutira à une solution satisfaisante pour le marché et pour le candidat. Oui, puis c'est vrai que tout à l'heure, vous parliez du fait que certaines entreprises avaient été obligées de s'adapter et sont obligées en fait de s'adapter, mais en temps de crise, ça a été forcément un petit peu plus rapide. Mais c'est vrai qu'on ne souligne pas forcément toujours, lorsqu'on crée une entreprise innovante ou lorsqu'on innove, qu'il va falloir déjà avoir un coup d'avance pour l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, et donc ne pas s'arrêter à l'innovation qu'on vient de mettre en place, mais déjà penser à la suite une fois que le produit est lancé en fait. Oui, il faut, comme je vous dis, un peu avoir une certaine forme d'amour pour le futur, de passion pour le futur. Le futur ne doit pas être quelque chose qui doit vous effrayer. Alors, d'où l'importance des études, d'où l'importance de l'accompagnement, parce qu'il faut, on dit toujours, d'avoir un déclic d'avance. C'est-à-dire être capable d'imaginer que même si vous avez déjà un premier produit, un premier prototype, peut-être qu'il va falloir penser à l'épisode 2 de cette dimension, faire en sorte que si jamais il y a un concurrent qui venait vous piquer l'idée, ou si le marché changeait, regardez ceux qui étaient avant mars 2020 et puis après mars 2020, tout d'un coup, il y a peut-être des dimensions obsolètes. On balayait devant notre porte, on faisait des cours sous une certaine forme en février 2020, et en l'espace d'une semaine, il a fallu tout d'un coup changer ses modalités. L'enseignement à distance, utiliser de nouveaux outils, changer ses méthodes pédagogiques, là où nous anticipions cela pour la fin de la décennie 2030, nous avons été rapidement stimulés à accélérer nos changements. Ça s'adresse à tout le monde. Il faut effectivement anticiper. C'est un mot qui est souvent forward-looking, aimer on va dire, aller voir plus loin pour que justement cela ne se transforme pas
on va dire, en sidération et ne nous étonne pas, on ne soit pas surpris. Donc en fait, on peut conclure que l'innovation, elle est à la portée de tout le monde. Oui, ou pas alors l'innovation, elle est à la portée de tout le monde, en le sens où elle ne dépend pas du niveau d'études. Elle est liée surtout à cette capacité à être créatif, curieux ou curieuse, et cela finalement n'est pas lié à un niveau d'études. C'est une façon de voir le monde, on l'a dit. Elle est à la portée. Les problèmes ne s'adressent pas aux grandes écoles ou aux grands laboratoires. Les problèmes sont dans la vie de tous les jours. Les problèmes sont là où parfois on a du mal à les voir. Donc on peut être innovant en ayant déjà des idées qui sont comme ça à votre portée. Donc si cela est enclencher une démarche d'innovation par la réponse à des besoins est à la portée de tout le monde, on l'a vu, pour la réussir, il faut aussi savoir mobiliser un ensemble de méthodes, d'outils, pour, on va dire, renforcer la capacité à réussir cette démarche, parce qu'il y a là, bien entendu, de nouveau, la nécessité de laisser moins de chance à l'improvisation et aux sources d'échecs. Donc ça, c'est un enjeu fort. Si vous me permettez, il y a aussi la nécessité de se faire accompagner financièrement, de pouvoir mobiliser ce qu'on appelle la love money, c'est une première étape, l'entourage familial, amical, et puis après, comme on le fait déjà sur le territoire, participer à des concours pour obtenir des accompagnements, dans le jargon français, être dans des incubateurs, et puis ensuite, quand les besoins sont plus ressentis, disposer de mécanismes d'accélération pour croître et aller conquérir d'autres marchés, aller séduire des fonds d'investissement, et puis mobiliser des subventions ou des accompagnements publics. Donc autant d'outils qui nécessitent d'être préparés, qui nécessitent, lorsque vous présentez votre produit, votre solution, votre projet, qu'il soit le plus rigoureux possible et on va dire, le plus persuasif possible à l'endroit de ceux à qui vous présentez votre solution. Très bien. Et alors, par exemple, qu'est-ce que vous pensez du rôle de l'université dans l'université ou d'autres moyens de formation, mais dans cette démarche d'innovation? Alors, tout à l'heure, sur un graphique, nous montrions qu'il y a maintenant, quand nous réfléchissons à une démarche de pivot, c'est-à-dire qu'on doit comprendre que le monde change et on ne doit pas faire face à ce monde et rester de nouveau fixe et pétrifié. On l'a dit, être un innovateur, c'est être agile. Ça nous traverse. Ça nous traverse. Tout à l'heure, je l'ai suggéré, il y a parfois des chocs exogènes qui font que tout d'un coup, il a fallu changer de méthode d'enseignement, changer de méthode on va dire de prodiguer nos cours. Donc, ça nous adresse. Nos métiers changeront. Je ne sais pas de quoi sera fait 2030 en matière de méthode pédagogique. Donc, l'innovation ne s'adresse pas qu'à l'extérieur, c'est aussi à l'intérieur, à l'enceinte de cette maison. Et puis, dans les solutions que nous apportons aux étudiants, tout à l'heure je vous ai dit, il y a à la fois les unités d'enseignement, si on parle le jargon, les enseignements, les cours. Peut-être dire à ceux qui nous regardent, plus jeunes comme plus âgés dans le parcours de formation, que lorsqu'ils nous regardent, lorsqu'ils viennent à l'université, ce n'est pas uniquement pour obtenir un diplôme. C'est aussi pour obtenir d'autres solutions. La maison assure un service après-vente. Faire en sorte que jusqu'à 25, 30 ans, ils sont formés, ils obtiennent un diplôme, un master, une thèse, une licence. Et puis peut-être que quelques années plus tard, lorsqu'ils se rendront compte qu'ils auront un projet innovant, un défi à résoudre, hop, ils reviendront à l'université. Et pour cela, si nous sommes là aujourd'hui, c'est aussi parce que nous posons sur la table des solutions, des structures, des institutions que vous incarnez en capacité à pouvoir accompagner ces jeunes candidats. Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, en fait, Pépite permet d'accompagner des étudiants dans une démarche d'étudiants entrepreneurs, qui ne s'adresse pas d'ailleurs qu'à des gens qui sont aujourd'hui étudiants, puisqu'ils peuvent aussi venir étudier chez nous dans le cadre d'un diplôme universitaire à l'entrepreneuriat, et ils peuvent être accompagnés de manière assez souple, c'est-à-dire ça s'adapte aussi à leur vie étudiante, à leur vie professionnelle, et on a aussi la possibilité d'être accompagné par plein d'autres structures qu'on a pu voir tout à l'heure sur cette map de la Technopole, et qui va aider accompagner un certain nombre de porteurs de projets, quel que soit le secteur d'activité dans lequel ils souhaitent entreprendre et innover. Oui, et si on regarde ce que nous faisons à ce moment précis, à travers ces épisodes sur l'innovation, à travers ces outils de diffusion, du multicanal finalement, rendez-vous compte, il y a encore quelques années, ça aurait été un cours solennel dans un amphithéâtre, si les gens étaient peut-être venus ce jour-là. Aujourd'hui, nous démultiplions la capacité, grâce à ces nouveaux outils, de
professionnel, rigoureux, de porter à connaissance, de faire ruisseler les messages de l'université, les cours comme aujourd'hui les solutions innovantes. C'est une innovation. Nous avons adapté nos messages, nos vecteurs finalement pour transmettre ces messages auprès des candidats, auprès de, on va dire, de ce public. Et c'est grâce à cela aussi que nous avons aussi un rôle social. Et l'innovation n'est pas que technologique. Là, nous renforçons le capital humain, nous renforçons la capacité des, on va dire des résidents à La Réunion à pouvoir être davantage attirés par l'innovation, parce que il y a beaucoup d'autres acteurs, mais l'université qui joue son rôle de formateur public aussi, là aussi, grâce à ces outils sur les réseaux sociaux, sur les films, sur ces émissions, peuvent conduire à avoir de nouvelles solutions d'approche des besoins que sont les candidats à l'innovation. Il y a des candidats qui ont un problème, comment on fait l'innovation, c'est un besoin. L'université, à travers notre émission, à travers ces outils, répond à ce besoin et nous sommes au cœur du problème et donc nous remplissons cette mission. Très bien, écoutez, je vous remercie vraiment pour tous vos éclairements sur le sujet de l'innovation et par rapport à votre regard aussi sur le territoire de La Réunion, qui permet de mieux comprendre à notre échelle, nous, en tant qu'accompagnants, comment ça peut fonctionner pour nos futurs entrepreneurs et pour nos étudiants qui souhaitent innover, puisque la plupart des projets aujourd'hui, des jeunes qui viennent nous voir, ils ont la possibilité de cocher une case innovant ou pas, et la plupart d'entre eux cochent la case innovant, et donc ça veut dire qu'ils ont un regard par rapport à leur projet, qui est que leur projet est innovant et qu'ils sont l'avenir du changement de La Réunion aussi. Oui, je crois que on a envie de dire à ces personnes qui nous regardent qu'il faut, comme on l'a dit, ne pas avoir peur du futur, donc être un conquérant du futur, être optimiste, la bouteille est toujours à demi pleine, et que nous devons, on va dire, mobiliser ici et là des gens qui inspirent. Et je crois que ce territoire qui est ici sur lequel nous résidons depuis 5 siècles, maintenant plus de 5 siècles, on va dire, comporte de nombreuses personnes qui ont répondu à des défis et qui ont su y répondre. Donc il est déjà suffisamment inspirant et je crois que nous poursuivons cette aventure. Très bien. Eh bien, nous avons été heureux de partager ces 2 émissions avec vous, Philippe Jean-Pierre. Merci à vous et merci à nos spectateurs de suivre nos émissions régulièrement. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine causerie de l'entrepreneuriat.